Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un géant, un vrai monument de la finance moderne, le Nasdaq Composite. Ah oui, le Nasdaq. Imaginez un peu. Parti de 100 points en 1971, il tutoie les 22 700 points en cet automne 2025. C'est fou comme chiffre. Une multiplication par 227 en 54 ans. Franchement, difficile de trouver une meilleure image de la révolution technologique mondiale, non? Absolument. Et c'est passionnant parce que notre exploration d'aujourd'hui, elle va nous emmener vraiment au cœur de l'histoire, des cycles de cet indice qui est hors norme. Hors norme, c'est le mot. Faut pas oublier, hein, c'était le tout premier marché boursier au monde à être 100% électronique et dès le départ, pensé pour les boîtes de croissance, surtout la tech. C'est une plongée dans l'ADN de l'économie numérique en fait. Qui remonte jusqu'à la création, 1971, et puis toute une recherche documentaire assez poussée, fournie par notre auteur. D'ailleurs, la source fait une petite précision utile. Elle distingue bien le Nasdaq Composite, celui avec plus de 3000 entreprises, du fameux Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est celui des 100 plus grosses boîtes non financières, très dominées par les GAFAM et compagnie, et c'est souvent lui qu'on utilise pour regarder les valorisations, le PER par exemple. C'est une bonne distinction à avoir en tête, oui. Même si, globalement, leurs trajectoires sont quand même très très similaires. L'enjeu ici, c'est de saisir ce qui fait le sel du Nasdaq, quoi. Son caractère unique. Exactement. Son côté pionnier, son parcours hyper mouvementé, à travers les révolutions tech, les crashs aussi, sa volatilité, qui est presque dans ses gènes, mais aussi, et c'est frappant, sa capacité à rebondir. Sa résilience. Voilà. Et bien sûr, où il en est aujourd'hui, en plein boom de l'intelligence artificielle. C'est plus qu'un indice, c'est un sismographe de l'innovation mondiale. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui le rendait si spécial ce Nasdaq, dès sa naissance en 1971? Deux choses principales, je dirais. D'abord, le côté révolutionnaire, 100% électronique. Fini la crier, bonjour les ordinateurs. C'était dingue pour l'époque. Une rupture technologique en soi. Carrément. Et ensuite, sa spécialisation, très très marquée. Plus de 55% de ses membres, sur plus de 3000, c'est de la high-tech. Ça, c'est unique par rapport aux autres grands indices, le Dow Jones, le S&P 500, même le CAC 40 chez nous. Ok, pionnier électronique et super spécialisé tech. Sur le papier, ça claque. Mais pour les investisseurs, ça voulait dire toi concrètement? Dès le début, allez loose. Plus de risques, plus de gains potentiels. C'est exactement ça. Le package complet, quoi. D'un côté, cette spécialisation, ça engendre une volatilité extrême. C'est l'indice le plus volatile des grands marchés. Des variations hyper brutales, hausse comme baisse. Le fameux ascenseur émotionnel. C'est un peu ça. Mais de l'autre côté, c'est aussi ça qui lui a permis d'être le plus performant sur le très long terme. Et au-delà de la perf pure, cette résilience dont on parlait. Capable de se prendre des claques monumentales et de repartir. Exactement. On pense à la bulle Internet 2000-2002, moins 78%. C'est énorme. Ou la crise des subprimes 2007-2009, moins 56%. Il plie, mais structurellement, il ne rompt pas. Ces crashs, ce sont des moments forts, mais ils s'inscrivent dans des cycles plus longs. La source mentionne une croissance moyenne de 10,3% par an sur 54 ans. C'est phénoménal sur une durée pareille, hein. Oui, c'est colossal. Et on peut découper cette longue histoire en grandes phases assez nettes. Tout commence par une petite euphorie, 71 à début 73. Le contexte post-Bretton Woods, la nouveauté électronique. C'est ça. L'indice gagne environ 37%. Pas mal pour démarrer. Mais ça ne dure pas longtemps. Le premier choc pétrolier arrive vite derrière. Et là, ça tape fort. 73-74, c'est la crise. Embargo de l'OPEP, inflation qui flambe, l'économie qui stagne. Pour le Nasdaq, qui a à peine 3 ans, c'est le baptême du feu. Et il prend cher. Moins 60% quasiment. Waouh, moins 60%, si tôt. Ça aurait pu tuer l'indice dans l'œuf, non? Comment un truc aussi jeune, aussi spécialisé, il a pu non seulement survivre à ça, mais surtout repartir pour 25 ans de hausse juste après? C'est là qu'on touche à l'ADN du Nasdaq et de l'économie qu'il représente, je pense. Après cette purge, la période 1974-2000, c'est l'expansion la plus dingue de son histoire. Plus 9101%. Plus 9000%. Oui, plusieurs choses jouent. Les politiques de l'ère Reagan, qui favorisent l'investissement, la dérégulation, puis l'explosion de l'informatique perso, Microsoft, Intel, tout ça, c'est sur le Nasdaq. Et les années 90, c'est Internet. Exactement. La déferlante Internet. C'est d'ailleurs pendant cette période, en 85, qu'on crée le Nasdaq 100 pour suivre les plus grosses boîtes. Le Nasdaq devient la référence mondiale pour la tech. Le sommet, c'est le 10 mars 2000. 5048 points. Le pic de la gloire, juste avant le plongeon.
L'éclatement de la bulle Internet. Purge terrible, moins 78% entre mars 2000 et octobre 2002. Ouch. Et là, beaucoup de stars de l'époque disparaissent. Pets.com, Webvan. Oui, une période traumatisante pour beaucoup d'investisseurs. Mais ce qui est fascinant, c'est la suite, entre 2002 et 2007. L'indice remonte, plus 156%. Dans un contexte un peu bizarre, non? Taux bas, poste en septembre. Exactement. Paradoxal même, les taux bas de la Fed finissent par nourrir une autre bulle, l'immobilier, les subprimes. Et la source souligne bien ce paradoxe. Pendant que la finance tradie, s'emballe sur l'IMO, la tech, elle, se reconstruit. Tout à fait. Sur des bases plus saines après la purge. C'est là que Google entre en bourse, 2004, le Web 2.0 qui émerge, Facebook, YouTube. Apple, qui revient de loin, lance l'iPod, prépare l'iPhone, présenté début 2007. Des boîtes comme Amazon aussi, qui ont survécu, commencent à montrer la solidité de leur modèle. C'est ça. Amazon Web Services, AWS, démarre doucement. Mais malgré cette remontée, l'indice n'atteint que 57% de son sommet de 2000. Le marché reste méfiant, il veut du concret, des bénéfices. Et cette prudence n'empêche pas le Nasdaq de se faire emporter par la crise suivante, la grande récession 2007-2009 à cause des subprimes. Encore une chute. Oui, moins 56%. La crise financière mondiale touche tout le monde. Mais le creux de mars 2009, c'est le début de la phase actuelle. La phase qu'on vit encore aujourd'hui? Exactement. Une nouvelle expansion exceptionnelle, la deuxième plus longue de l'histoire du Nasdaq. 16 ans et demi maintenant. Et une progression de... Presque 1700% depuis ce point bas. 16 ans et demi de hausse quasi continue. C'est énorme. Qu'est-ce qui a bien pu nourrir ça? Plusieurs moteurs puissants en même temps. D'abord, les politiques monétaires des banques centrales hyper accommodantes après 2008, le fameux quantitative easing. L'argent facile, en gros. En très gros, oui. Ça a beaucoup aidé les marchés. Ensuite, c'est l'âge d'or des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft. Ils deviennent les maîtres du monde numérique. Apple, première boîte à 1000 milliards en 2018. Et plus récemment, deux autres boosts. Le Covid, il y a. Absolument. Le choc du Covid en mars 2020, ça a fait un mini crash rapide, moins 30% en un mois. Le plus rapide de l'histoire, je crois. Oui, mais surtout ça a accéléré la digitalisation de tout. Et puis, fin 2022, ChatGPT débarque, et là, c'est la révolution IA qui commence. Avec Nvidia en figure de proue. Nvidia explose, devient même numéro 1 mondial en capitalisation un temps. Sur toute cette période 2009-2025, la pente moyenne de l'indice, c'est 15,5% par an. C'est très très fort. Ce qui frappe aussi sur cette dernière décennie, c'est la concentration. Tout repose sur quelques noms, les 7 magnifiques. C'est un point clé, oui. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. À L7, elle pèse aujourd'hui à peu près la moitié du Nasdaq 100. La moitié. C'est énorme. Ça pose question pour la suite, forcément. Absolument. C'est un facteur de risque et un moteur de performance majeur à la fois. Ces grands cycles donnent la tendance longue. Mais la source insiste aussi beaucoup sur la volatilité au quotidien, ou presque. Elle parle de cycles courts. Oui, il y a un tableau dans l'analyse qui est assez parlant là-dessus. Ça découpe l'histoire en phases de hausse et de baisse plus courtes, et ça montre bien la violence des retournements parfois. L'exemple 2000-2002 est cité comme emblématique. Ah oui, c'est édifiant. Jugez plutôt, chute de 67,5% en un an, ok? Puis rebond de 41% en un mois et demi. Ah oui, quand même. Puis rechute de 38% en 4 mois. Re-rebond de 45% en 3 mois. Et enfin, dernière vague de baisse, moins 46% en 8 mois. Ça donne le tournis rien que d'en parler. Des montagnes russes. C'est ça. Et cette violence, on la retrouve à d'autres moments. Le lundi noir de 87, moins 36% en 2 mois. Le crash Covid en mars 2020, moins 30% en un mois. La leçon de tout ça, selon la source, c'est que le market timing, essayer d'acheter au plus bas et vendre au plus haut, sur un indice comme ça, c'est quasiment mission impossible. Ou alors faut avoir beaucoup de chance. c'est trop rapide, trop imprévisible. Voilà. Tenter le coup, c'est souvent se faire découper. La seule approche qui semble tenir la route, c'est une vision long terme en acceptant cette volatilité comme faisant partie du jeu. Au-delà de l'indice lui-même, il y a les entreprises, les destins incroyables ou tragiques. La source en parle aussi, les victimes de 2000 par exemple. À des noms qui font frémir encore. Putz.com et sa marionnette. Levé 82 millions en février 2000. Faillite en novembre. 9 mois. Incroyable. Webvan aussi, la livraison de courses. 800 millions levés. Faillite. Et bien sûr, WorldCom, l'énorme scandale comptable, la plus grosse faillite de l'histoire US à l'époque. Et puis il y a ceux que la source appelle les perdants structurels, des leaders qui ont raté le coche. L'exemple type, c'est Yahoo,
Le roi d'Internet en 2000, 125 milliards de dollars de valo. Ils auraient pu acheter Google pour une bouchée de pain en 98. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Résultat, Yahoo vendu pour 4,5 milliards en 2017, moins 96% par rapport au pic. Ça fait mal. On pense aussi à Nokia, BlackBerry dans le mobile. Exactement. Ils dominaient tout avant l'iPhone et Android. Passé de 50% de part de marché à presque rien. Ils n'ont pas su s'adapter. Mais face à ces échecs, il y a les réussites. Phénoménal. Les boîtes qui portent le Nasdaq aujourd'hui. Et quelle réussite! Microsoft, qu'on croyait fini au début des années 2010, revenu en force avec le cloud Azure, Apple, pareil, au bord de la faillite en 97. et maintenant, la performance depuis cette époque, c'est plus 58 000%. Ça dépasse l'entendement, quoi. Plus 58 000%. C'est fou. Et les autres ne sont pas loin derrière. Ah non, Amazon, qui avait perdu 95% en 2000, c'est 2500 milliards aujourd'hui grâce au e-commerce et surtout AWS. Plus 50 000% depuis le creux de 2001. Google, Alphabet. Entré en bourse en 2004, domine la recherche et le petit nouveau du club des titans, Nvidia, Le champion de l'IA. le leader incontesté. Et il nous amène à la question qui brûle toutes les lèvres. Avec un Nasdaq à près de 22 700 points, un 16 ans de hausse, l'euphorie autour de l'IA, est-ce qu'on est dans une nouvelle bulle comme en 2000 ? C'est la question à 1000 milliards, oui. Et la source donne une réponse assez claire mais nuancée. Le message principal, c'est qu'il y a des différences fondamentales avec 2000. Lesquelles ? La rentabilité. Surtout ça, oui. En 2000, la plupart des stars de la nouvelle économie brûlaient du cash à gogo. Aujourd'hui, les GAFAM, Nvidia, y dégagent des profits monstrueux. Des marges opérationnelles de 30-40% souvent. Et les revenus, le cash flow, les valorisations elles-mêmes. Les revenus, c'est des centaines de milliards pour les leaders actuels. En 2000, c'était souvent peanuts. Le cash flow des GAFAM, c'est autour de 300 milliards par an. Inimaginable pour les dot-com. Et le PER, le fameux ratio court-bénéfice, aujourd'hui pour le Nasdaq 100, c'est qu'autour de 32. Ce qui est élevé, mais Mais on est très loin des 200 fois les bénéfices, souvent inexistants, de 2000. Ça veut dire que le marché actuel, même avec l'euphorie IA, demande quand même un lien avec les profits réels, ce qui n'était plus le cas en 2000. Les modèles économiques sont solides, prouvés. En 2000, on achetait des promesses. Donc le message, c'est fondamentaux bien plus solides aujourd'hui. Mais la source alerte quand même sur des similitudes. comportemental, structurel. Oui, il y a des points de vigilance importants. Le premier, on en a parlé, la concentration extrême sur les 7 magnifiques. Si un géant flanche, ça peut faire mal à l'indice. Ensuite, le discours ambiant, l'euphorie IA. Exactement. Le narratif «l'IA va tout changer», ça rappelle un peu l'emballement pour Internet fin 90. C'est puissant, mais ça peut aussi masquer des risques. Comme le risque de trop investir, la peur de rater le coche, le FOMO, C'est ça. Les investissements annoncés dans l'IA sont colossaux. La source parle de 1000 milliards cumulés d'ici 2028. Mais est-ce que la demande, le retour sur investissement suivront aussi vite ? assure. La source cite une étude. 42% des projets IA abandonnés. Voilà. Risque de construire des usines pour rien ou trop tôt. Et oui, le FOMO, Fear of Missing Out, ça pousse les valorisations. Même si le PER global est à 32, celui d'NVIDIA à 52 par exemple, ça intègre des attentes de croissance énormes. Si ça déçoit, Alors, si on pèse le pour et le contre, fondamentaux solides versus point de vigilance, quel scénario la source envisage pour les 2-3 ans qui viennent, 2025-2027 ? elle propose 3 scénarios avec des probabilités. Optimiste, 30% de proba. L'IA tient ses promesses rapidement. Le Nasdaq file vers 35 000, 45 000 points. Le rêve. Le scénario central, 50% de proba, une phase de consolidation ou de croissance plus sage. L'indice navigue entre 19 000 et 30 000. Et le scénario noir ? Le scénario baissier, 20% de proba, récession ou grosse déception sur l'IA. L'indice pourrait revenir vers 15 000, 17 000 points. Et face à ça, quelles recommandations stratégiques on rappelle que ce ne sont pas des conseils, mais ce qui ressort de l'analyse ? Pour ceux qui sont déjà investis sur le long terme, l'idée serait de garder les positions sur les leaders les plus solides, Microsoft, Apple, Google, peut-être alléger un peu les paris plus spéculatifs, bien vérifier sa diversification hors tech et garder du cash, 15-20% est suggéré pour profiter d'éventuelles baisses. Et pour ceux qui voudraient entrer maintenant ? Prudence. Attendre une correction peut-être, ou alors investir petit à petit régulièrement le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, pour lisser le prix d'entrée.
Et privilégier les boîtes avec un PER sous 30, si possible. Bon, si on devait résumer l'essence du Nasdaq après tout ça, qu'est-ce qu'on retiendrait? Je dirais un indice vraiment unique. Né de la tech pour la tech, le baromètre de l'innovation mondiale. Avec une histoire marquée par une volatilité structurelle bien plus forte qu'ailleurs, mais aussi une performance et une résilience long terme incroyables. Il capte les grandes vagues technologiques. Et aujourd'hui, il est en plein dans celle de l'IA. C'est exactement ça. Et le verdict final sur la comparaison avec 2000, on refait la même erreur? La conclusion de la source est plutôt claire là-dessus. Non, ce n'est pas la même situation. Les fondamentaux, rentabilité, revenus, cash flow, maturité sont incomparablement plus solides. Les valorisations sont hautes, oui, mais pas délirantes, comme à l'époque. Le Nasdaq d'aujourd'hui, il a des fondations bien plus profondes. La source fait une comparaison intéressante pour finir. Le premier grand cycle haussier, 74-2000, c'était 25 ans, indice fois 92. Le cycle actuel, depuis 2009, ça fait 16 ans et demi, indice fois 18 seulement. Est-ce qu'on serait, en temps, aux 2/3 du chemin? C'est une image, hein. Temporellement, oui, à peu près. Mais qualitativement, c'est très différent. Les moteurs d'aujourd'hui, c'est des géants ultra rentables, pas des startups qui brûlent du cash comme en 2000. Quels arguments pour dire que ça peut continuer et contre? Pour, la révolution IA ne fait que commencer, les leaders sont des forteresses financières, la digitalisation continue. Contre, la concentration est un risque, l'euphorie IA peut mener à des excès, les valorisations sont quand même tendues, risque de surinvestissement avant que la demande suive. La conclusion de la source, c'est que la solidité actuelle pourrait permettre au cycle de durer encore. Peut-être 3, 5, 7 ans, si l'IA transforme vraiment et si les valorisations restent gérables. C'est un peu l'idée, oui, mais toujours avec ce bémol. Le Nasdaq est volatile par nature, sa spécialisation tech le garantit. Comme le dit la source, la technologie ne meurt jamais, elle se transforme. Et le Nasdaq est là pour capter ces transformations, avec les secousses que ça implique. Ce qui nous laisse avec une question pour l'avenir. Après le PC, Internet, le mobile, l'IA, quelle sera la prochaine grande transformation captée par cet indice? Et comment sa volatilité va continuer de marquer son parcours? Question passionnante pour les années qui viennent. Et il faut absolument finir en relayant l'avertissement de la source. Tout ceci est une analyse, pas un conseil en investissement. Le Nasdaq est structurellement plus volatile que d'autres indices. La prudence reste donc essentielle.